Le bon Cosaque, contes et légendes d'Alsace. Le père Jean Nuillet, vieux menuisier vosgien, qui avait beaucoup vu et même beaucoup lu, aimait à raconter les histoires du temps jadis. Comme il étonnait de son père et de son grand-père, il se substituait parfois à eux en les faisant siennes, continuant ainsi fidèlement la tradition vivante. Voici un de ces récits qui nous ont le plus frappés. Pendant la grande invasion de 1815, j'avais 10 ans. J'étais resté avec mon père dans notre maison. Ma mère et mes sœurs s'étaient réfugiées dans la montagne à Belmont chez mon oncle Pierre. Les Cosaques n'avaient rien laissé dans notre maison. Nos provisions avaient été prises, puis nos 2 vaches. Enfin, notre chèvre, bien qu'elle fût cachée dans la cave. L'un d'eux l'emporta sur son cheval, qui lui ressemblait de forme, qui n'était pas beaucoup plus gros et courait comme le vent. Je crois toujours voir ce Cosaque avec son bonnet de peau, sa barbe hérissée, sa courte tunique, son large pantalon, son sabre au côté, son pistolet et son petit fouet à la ceinture. Tout ce qui m'avait été raconté d'eux me revenait à l'esprit. Je me les représentais sur leurs maigres chevaux, parcourant notre pays comme la guerre leur désert, habitués à ne s'égarer dans aucune plaine, ni dans aucune forêt, se guidant le jour sur le soleil, la nuit sur les étoiles, et n'ayant qu'à examiner la poussière ou la boue du chemin pour connaître la direction ou le nombre des bestiaux qu'ils poursuivaient. Un soir d'hiver, mon père, ayant fait cuire quelques herbes avec un reste de lard pour notre souper, essayant de manger pour ne pas m'enlever l'appétit, me dit « Nous irons demain chercher ta mère et tes sœurs. »« Avec nous » m'écriai-je. « Oui, nous partirons avant le jour. » Pendant toute la nuit, je dormis joyeusement. À mon âge, tout départ est une fête. Cependant, le lendemain matin, quand mon père entoura d'un regard la maison, l'église, le village, comme s'il ne devait plus y revoir, mes yeux se remplirent de larmes. Nous avions 5 grands lieues à faire. Mon père marcha d'abord assez lentement, songeant à la petitesse de mes jambes. Mais bientôt, il eut d'autres préoccupations. À chaque instant, nous rencontrions de pauvres gens qui s'enfuyaient, tantôt sur de misérables charrettes encombrées de meubles et de paquets, tantôt à pied, par groupes, et poussant devant eux des bêtes exténuées, tantôt isolées, et la tête si basse qu'il me faisait frémir. Aux questions de mon père, il répondait sans le regarder, sans même avoir l'air de l'entendre. « Pourvu qu'il ne soit rien arrivé à ta mère. » Et il hâtait le pas. Le ciel était plein de neige, la nuit tomba. Défoncé en maint endroit, le chemin rendait la marche de plus en plus pénible. Mon père avait beau me répéter de faire attention, je continuais à tourner la tête vers les voitures qui s'éloignaient, et je trébuchais. Tout à coup, je tombais, les mains en avant, dans un fossé, où la boue était à demi gelée. À peine relevé, j'éprouvais une affreuse douleur au bras droit, et m'aperçus qu'il ne m'était plus possible de le remuer. « Comme te voilà mouillé et sali, dit tristement mon père, cela devait arriver. » Sans ajouter un mot, il m'essuya de la tête aux pieds avec des poignées d'herbes mortes et avec son mouchoir. Ensuite, ne gardant que son manteau, il me couvrit de sa veste bien chaude. Ce fut si beau que je ne n'osais pas avouer le mal que j'endurais. « Maintenant, il s'agit de marcher vite, pour que tu ne prennes pas froid. » Je glissai mon poignet endolori sous ma chemise, et la route s'acheva pour moi comme dans un cauchemar. Enfin, nous arrivâmes à la maison de l'oncle Pierre. Ma mère me serra contre son cœur. J'allais lui avouer mes souffrances, mais mon père déclara « Il a marché aussi bien que moi sans jamais se plaindre de rien. »« C'est un homme, répéta mon oncle. L'oncle Pierre avait fait la campagne de Russie. Très malade, il avait ramené avec lui une femme russe à laquelle il devait la vie. Comme il avait raconté qu'elle était serbe, c'est-à-dire esclave dans son pays, nous autres, les enfants, nous l'appelions Madame Lessard, par politesse. Elle attachait sur les gens ses grands yeux fixes, afin de deviner le sens des mots, car elle savait à peine notre langue. Au milieu de la vaste cuisine, où flambait un beau feu, autour de la table, on mangea quelques bouchées, puis on parla des événements, et on tint conseil, à la lueur de la petite lampe. Devions-nous revenir tous à notre maison? C'était l'avis de mon père, ce fut aussi celui de mon oncle. On reste jusqu'au bout, dans sa maison, comme à son bord. Ces mots, que je ne comprenais guère, furent les derniers que j'écoutais. Ma torture était telle, sur une des couches préparées pour mes sœurs et pour moi, que je me levais sans bruit, que je rampais jusqu'à l'âtre. J'approchai du feu mon bras malade dans l'espoir que la chaleur me guérirait. « Reste si près » me dit tout bas ma mère. Elle m'avait vu me déplacer, mais me laisser faire avec indulgence. Ma tête était comme perdue. L'idée me vint de monter au grenier et de m'étendre sur la paille où tant de fois j'avais dormi de si bon cœur. Là, peut-être, me serait donné le repos. Rampant de nouveau dans l'ombre, j'entrebâillai la porte et vite, je fus en haut. Ayant enfoncé mon bras, tout mon bras dans une gerbe, j'éprouvais, en effet, un soulagement. Mon bras était ainsi plus solidement maintenu. Étendu sur le dos, je regardais la lune briller à la lucarne et le vent chasser les nuages. À un certain moment, les marches de l'escalier crièrent. La serpe passa près de moi, ferma la lucarne, puis redescendit. Peu à peu,
Plongé dans un sommeil misérable, je rêvais que je me voyais blessé à mort sur un champ de bataille parmi des voitures enfuies. Ma fatigue était si accablante que je ne me réveillais qu'au jour. Des pas de chevaux, des cliquetis d'armes, des appels, dans une langue inconnue, me bouleversèrent. Je me blottis sous la paille. Tout à coup, un cosaque, la lance au poing, la barbe hérissée, entra dans le grenier, courut vers la lucarne, l'ouvrit, regarda vers la montagne et se retira. Mais en passant, marcha sur mon pied, que je retirai vivement. Sans doute je crus à quelques pièges et fis un bond. Alors, je sentis tomber sur moi une sorte de caillou qui, à travers la paille, glissa et disparut. Presque tout de suite après, mon père m'appela à plusieurs reprises. Il fallait me lever, tout chancelant, et quitter le grenier, dans le tourbillon de poussière que soulevait le vent, en passant de la lucarne à la porte également ouverte. En bas était réunie la famille. On avala en hâte un peu de pain et de lait. Le cheval fut attelé à la charrette. Déjà, nous y prenions place quand la serve poussa un cri d'effroi. « Qu'y a-t-il » demanda mon oncle. Elle montra une grande flamme qui sortait du grenier. Ah, l'horrible journée! On tâcha de combattre l'incendie, mais les secours étaient rares en ces heures de misère. Mon père et mon oncle firent des prodiges. La serve montra un courage admirable. Toujours en proie à la douleur et à la fièvre, je demeurai dans un coin, sans presque lever les yeux. Quand enfin on fut maître du feu, nous nous retrouvâmes tous dans un hangar situé près de la malheureuse maison. J'entendis vaguement une discussion sur la cause du sinistre. La serve tenait ses grands yeux attachés sur moi. Brusquement, elle s'approcha de mon oncle et lui parla tout bas. Alors, lui aussi, me regarda étrangement. « Parle tout haut, dit-il à la serve. Une pareille chose va être tirée au clair. Tu dis que tu as vu ce petit grimper au grenier et enfoncer son bras dans la paille. Moi, je l'avais vu s'approcher de là et tendre ma main vers les braises. Ma mère aussi m'avait vu faire ce geste. Une lueur illumina mon esprit. J'étais accusé d'avoir allumé l'incendie. Indigné, je levai violemment le bras droit pour prêter un serment. Dans ce mouvement irrésistible, je sentis un craquement. Les os se remettaient en place. Ma torture physique avait disparu, mais une torture morale commençait, 1000 fois plus cruelle. Mon procès se déroulait et m'anéantissait. Les paroles que je prononçais étaient si confuses et en apparence si contradictoires que je m'en rappelle pas. Pour mon oncle et pour la serve, ma culpabilité ne pouvait pas faire de doute. Ma mère, dominée par mon oncle, murmurait parmi ses sanglots « Il est si jeune !» Mon père me secouait par les épaules et disait « Je veux savoir toute la vérité, avoue, franchement, on te pardonnera peut-être. » Avouer et recevoir un pardon, c'était la pire des choses. Et pourtant, j'allais avouer. Oui, j'allais avouer pour avoir la paix. Dans mon désespoir, le pardon qu'on m'offrait me faisait envie. Mais à cet instant même, retentit un galop de chevaux, les Cosaques du matin. La scène qui suivit resta peinte dans ma mémoire et même dans mes yeux. Il me semble que je reconnais l'un des Cosaques. Il parlait avec la serve. Elle lui montre la muraille noircie par la flamme, puis elle me désigne avec horreur. Il secoue la tête, il se frappe la poitrine, il passe la main sur son front, il hésite un moment. Enfin, il tire de sa poche une pipe toute neuve et de nouveau s'adresse à la serve en russe. Elle a compris que, ce matin, la vieille pipe du Cosaque a roulé tout allumée dans la paille du grenier. La bonne serve se précipite sur moi et me couvre de baisers. C'est sa manière de demander pardon. Bientôt, toute la famille est renseignée. Comme ma mère est heureuse, ses chères larmes me mouillent le visage. Mon père me presse contre son cœur. Le Cosaque aussi m'embrasse. Sa barbe hérissée m'écorche la joue. Quant à mon oncle, il me serre la main en disant « Réparation d'honneur, mon homme ». Là-dessus, je m'évanouis. Comme je ne suis pas de ceux qui meurent de joie, tout a bien fini. Il s'ensuivit un mariage. Après la campagne, le bon Cosaque a épousé Madame Lessard, et s'étant établi au pays, ils ont fait souche de bons Français. Ce fut une belle avance sur l'alliance franco-russe. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.